Bonsoir à tous. Je voudrais remercier mes camarades toulousains pour cette invitation, autant Christophe que Alain. Et c'est extrêmement important en effet de connaître la respiration parce que le grand public connaît les problèmes cardiaques, connaît l'AVC, connaît le diabète, des maladies qui sont liées à toutes sortes d'organes, mais la base, la vie, ça commence par le premier cri, ça commence par la respiration. Et donc, avant que Rémi Burcelin vous explique au niveau de la cellule comment ça respire, eh bien, on va voir un petit peu pourquoi et comment on respire sur un poumon sain. On n'est pas ici pour parler de maladie, mais un poumon sain, ça sert à vivre là au repos, ça sert aussi à faire des efforts et ça vit dans la cité. Et donc, la dernière partie de mon exposé vous dira un petit peu ce qui se passe quand on respire l'atmosphère qu'on a ici ou l'atmosphère qui peut être polluée. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut marcher, quand on veut courir. Là, sur la route entre l'aéroport et ici, j'ai été frappé du nombre de gens qui courent et ça, c'est extrêmement positif. Donc, on va voir un petit peu l'interaction entre nos poumons et l'air qu'on respire. Alors, on va commencer par un quiz. Et oui, il faut quand même savoir si vous avez des connaissances. Sinon, si vous savez tout, j'arrête là tout de suite. Alors, une question simple. À l'intérieur de notre cage thoracique, la surface de nos alvéoles, ce qui nous permet de capter l'oxygène de l'air, quel est l'ordre de grandeur de sa taille ? Un demi-terrain de tennis, environ 80 mètres carrés ? Un terrain de foot, 5000 mètres carrés ? Ou un drap d'un lit de 2 personnes ? B. Eh ben non. C'est quand même pas B, parce que... Ou alors vous avez des poumons géants. Soyons réalistes, c'est déjà pas mal, 80 mètres carrés, tout ça dans un petit thorax, c'est pas mal. Deuxième question. Après avoir inspiré l'air dans vos poumons, qu'est-ce qui fait ressortir l'air ? C'est l'élasticité ? Est-ce que le poumon, c'est un élastique ? Ou c'est autre chose ? Eh bien, on le verra ensemble. Autre question, si je suis à court de souffle, c'est que quelque chose est malade. Ça peut être quoi, ce quelque chose ? Mes poumons ? Ça, probablement. Mais est-ce que je peux être à court de souffle parce que c'est mon cœur qui marche mal, parce que c'est mon sang qui est malade, ou est-ce que je peux être à court de souffle alors qu'il y a tout qui va ? Eh bien, vous verrez que toutes les réponses sont justes. Deuxième quiz, et puis après on s'arrête. Il nous arrive de respirer de l'air pollué. Bon, vous l'entendez tous les jours, à la radio ou à la télé. Parmi les maladies suivantes, c'est la petite exception, on va citer quelques noms de maladies, lesquelles peuvent être liées à la pollution. Les maladies respiratoires, que sont l'asthme et la BPCO, l'infarctus, que vous connaissez tous, les attaques cérébrales, l'eczéma et ou le cancer du poumon. Alors la réponse A, on s'en doute, on respire de l'air pollué, ça donne des maladies respiratoires. Et vous verrez qu'en réalité, une bonne partie de la mortalité liée à la pollution, c'est les infarctus, les accidents vasculaires cérébraux et à un moindre degré le cancer. Alors vous avez entendu ça, la pollution, les maladies, mais qu'est-ce que je fais si je veux faire du sport, puisque j'ai bien compris qu'une activité physique régulière avait un effet très bénéfique pour la santé en général. Et si je vis dans une ville à qui arrive d'être polluée, comment fais-je ? Fais-je comme Churchill ? No sport ? Est-ce que je marche environ 30 minutes par jour ou est-ce que je cours un marathon par semaine ? Ah oui, il a oublié, le professeur Alain Didier, de préciser que j'étais marathonien, mais pas toutes les semaines quand même. Alors un petit rappel, en un jour, on boit, ou en tout cas on ingère des liquides, environ 2 litres d'eau, ça vous donne un ordre de grandeur. Mais on respire 15 mètres cubes d'air, 15 000 litres d'air par jour. Et on peut certes vivre sans manger pendant 10 jours, sans boire pendant 3 jours, sans respirer
pendant 3 minutes. Donc respirer, c'est quelque chose d'essentiel à notre vie. Pourquoi on respire ? Parce qu'on fait des efforts, il faut produire de l'énergie, et cette énergie, c'est pour que nos cellules fonctionnent, qu'elles développent les petits muscles qu'on a sur nos bras, et même au repos, on a besoin de produire de l'énergie. Et l'énergie, dans notre corps, ça se produit avec quoi ? Ça se produit avec du sucre. Vous savez bien que quand vous manquez de sucre, ça ne va pas. Ça se produit avec de l'oxygène, et avec ça, la cellule respire. Elle produit de l'ATP. L'ATP, c'est l'essence pour nos cellules, c'est l'énergie. Et cette réaction chimique produit de l'eau et du gaz carbonique. Et d'emblée, je vous demande de remarquer que respirer, il faut de l'oxygène, et la conséquence de respirer, on produit du gaz carbonique. Alors comment on respire ? On respire par un arbre bronchique. C'est quand on a un arbre à l'envers. Ça commence ici au niveau de notre trachée et ça descend. Et ça descend jusqu'où ? Jusqu'au niveau des poumons. Donc on peut séparer arbitrairement les voies de conduction, ce qui conduit l'air de notre nez et notre bouche jusqu'à nos alvéoles, pour arriver justement aux alvéoles, qui sont ces 300 millions de petits sacs qu'on a à l'intérieur de notre thorax, dont la surface d'échange, le contact avec l'air, c'est environ 80 mètres carrés. Et vous remarquez tout de suite qu'à la surface de ces alvéoles, il y a des milliers de petits vaisseaux qu'on appelle capillaires. Ces capillaires vont nous aider à capter l'oxygène, comme on le verra. Alors comment ça fonctionne, le poumon ? C'est un soufflet. C'est un soufflet. À l'inspiration, il y a un gros muscle qui s'appelle diaphragme, qui s'abaisse et qui fait rentrer l'air dans le thorax. Il y a quelques muscles accessoires qu'on a au niveau du cou et au niveau de nos côtes, mais le gros du boulot est fait par le diaphragme. Et vous retenez que l'inspiration, c'est actif. À la différence de l'expiration, quand j'ai gonflé mes poumons, j'ai fait le job, et pour que l'air sorte, c'est l'élastique qui remet le poumon à sa position de repos. Donc ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je soulève le soufflet, c'est l'inspiration, je laisse retomber le soufflet, l'air sort. Et ça, on va le faire 15 fois par minute tout au long de notre vie. Alors la mécanique ventilatoire, c'est quoi ? C'est j'inspire, j'expire. À chaque inspiration, un adulte respire entre 0,3 et 0,6 litres. Il fait ça 15 fois par minute, ce qui fait on respire 7 à 10 litres par minute, soit 10 à 15 mètres cubes par jour. 10 à 15 mètres cubes, vous voyez la taille d'une piscine qui ferait 5,8 mètres sur 2,6 sur 1,5. Ça, c'est ce qu'on ventile en 2 jours. Retenez une chose simple, c'est que l'énergie qu'on met à respirer, c'est peanuts, c'est rien du tout par rapport à notre énergie, c'est moins de 5% de l'énergie qu'on utilise tous les jours. En d'autres termes, respirer quand on a des poumons sains, c'est quelque chose de facile. En termes de force, si vous voulez un exemple, la force qu'on utilise pour inspirer, vous trempez une paille dans un verre d'eau, seulement sur 1 cm de profondeur, donc 3 fois rien, et vous inspirez. Vous voyez que c'est rien du tout, faire bouger 1 cm d'eau, c'est pas d'effort. En revanche, à l'effort, quand vous courez le marathon, là vous augmentez le volume que vous respirez à chaque inspiration et vous montez jusqu'à 2 litres de volume courant. Votre fréquence respiratoire peut aller jusqu'à 60 par minute, soit 120 litres par minute, soit 170 mètres cubes par jour. En clair, cette piscine qu'on a vue, vous la ventilez en 3 heures. Donc vous voyez qu'on peut passer de quelque chose de minime, je suis au repos, à quelque chose de majeur, et en plein effort physique, dans les efforts maximaux, jusqu'à 1/3 de l'énergie est utilisée pour respirer. Alors, les échanges gazeux, vous avez bien vu que la cellule, pour produire son ATP, pour utiliser l'ATP, elle a besoin d'oxygène. L'oxygène, il arrive de l'air qu'on respire, et la cellule va produire du gaz carbonique, donc il faut bien le recracher. Et donc ceci se fait au niveau
de la surface de l'échange alvéolaire, où vous avez des vaisseaux qui arrivent en face de l'alvéole, vaisseaux qui vont se charger en oxygène, qui vient de l'air, et qui vont relarguer dans l'alvéole le gaz carbonique, ce qui fait qu'à l'expiration, vous sortez le gaz carbonique. Alors, la respiration, c'est un système intégratif. Ce n'est pas que le poumon, il faut replacer le poumon dans la respiration en général. Et on pourrait dire simplement que l'étape 1, c'est le poumon. Je fais rentrer l'oxygène, je recrache le gaz carbonique. Et notre sang, qui est maintenant bien oxygéné, il va être pulsé dans l'organisme par le cœur. Donc il faut que les shadocks pompent et le cœur va envoyer ce joli sang bien oxygéné à travers nos vaisseaux. Mais ce n'est pas tout. Dans les vaisseaux, cet oxygène va être transporté. Le transporteur, c'est nos globules rouges. Nos globules rouges servent à transporter ces gaz, notamment l'oxygène, jusqu'à nos cellules. Et là, les cellules vont être chargées en oxygène et recracher le gaz carbonique, et ça repart par le poumon. En d'autres termes, quand on est essoufflé, ça s'appelle la dyspnée, c'est cette sensation désagréable de l'essoufflement, ça peut être lié à plusieurs choses. Exemple 1, j'ai mon cœur qui ne marche pas bien. Eh bien, rien que le cœur qui ne marche pas bien avec un poumon parfait, vous pouvez vous sentir essoufflé, parce que la pompe ne fonctionne pas. Deuxième exemple, le transporteur est malade. J'ai une anémie. Une anémie, c'est un manque de globules rouges. Eh bien, une anémie, vous allez vous sentir essoufflé, alors que la pompe fonctionne, le soufflet pulmonaire fonctionne et vos cellules fonctionnent. Troisième cas de figure, c'est le poumon qui est malade. Certaines maladies, par exemple l'asthme et la BPCO, ça rétrécit les bronches et vous respirez à travers une paille très étroite. Vous imaginez que ça va générer une sensation d'essoufflement, alors que le reste du poumon, par exemple les alvéoles, sont saines, c'est les bronches qui sont malades, alors que votre cœur fonctionne, alors que les globules amènent l'oxygène aux cellules. Autre situation, vous avez un tablier de plomb, l'obésité. Vous pesez 130 kg et à chaque inspiration, il faut le soulever, votre quintal de graisse. Eh bien, ça, c'est du boulot, alors que le poumon, le cœur et l'hémoglobine ne sont pas atteints. Enfin, on disait tout à l'heure que tout peut aller et pourtant on est essoufflé. C'est quoi ça? C'est le déconditionnement simplement. Par exemple, je cours le marathon, donc j'ai des entraînements réguliers. Quand il fait mauvais pendant 15 jours, j'arrête de m'entraîner. Quand je reprends la course, je suis essoufflé. Je reprends un entraînement régulier, au bout de 7 jours, je peux courir, je ne suis plus essoufflé. Il y a des expériences qui ont été faites, notamment à Toulouse d'ailleurs, où on a pris des étudiants sains, on les a mis dans un lit pendant 3 semaines avec interdiction de sortir du lit, c'est-à-dire qu'ils avaient un déconditionnement musculaire complet, pas d'effort, vous restez allongé. Puis on les a remis à la marche. Et bien rien qu'en marchant, ils étaient essoufflés. Ça s'appelle le déconditionnement. Et ça se voit dès lors que vous rentrez dans la sédentarité à cause du mode de vie ou à cause d'une maladie qui vous gêne pour faire des efforts. Donc vous voyez qu'on peut être essoufflé pour toutes sortes de raisons. Et puis maintenant, on va voir le fait qu'on respire. On respire dans la cité, on respire dans la campagne. Et dans la cité, ou même dans la campagne, sous le vent des villes, on peut respirer pollué. Et donc, respirer de l'air pollué, ça va donner 3 types de maladies. Les maladies pulmonaires, vous vous doutez bien que si vous respirez de l'ozone, si vous respirez des particules fines, du dioxyde d'azote, tous ces gaz et ces particules en suspension peuvent agresser nos bronches et donner des maladies comme l'asthme et la BPCO. Le deuxième type de maladie, il y en a 3 des types de maladies. Le deuxième type de maladie, c'est les cancers et notamment le cancer du poumon. Le tabac, c'est le premier polluant. Il faut quand même rester pragmatique. On parle de pollution atmosphérique, mais le tabac est le premier polluant. À la différence de la pollution atmosphérique, c'est un polluant volontaire. Donc les 2 grands polluants qu'on respire sont la fumée de tabac et le diesel. Et vous vous souvenez qu'en 2012, en juin 2012, l'Association internationale contre le cancer, sous l'égide de l'OMS,
a déclaré et a réussi à démontrer que le diesel était le deuxième polluant qui pouvait générer des cancers du poumon. Le troisième type de maladie liée au fait qu'on respire de l'air pollué, c'est les maladies qu'on appelle ischémiques, les caillots. Il y a deux types de caillots. Il y a des caillots qui montent à la tête, ça c'est les accidents vasculaires cérébraux, et les caillots qui se mettent dans les vaisseaux du cœur, les coronaires, c'est les infarctus. Et dans les années 80, les premières études ont été faites en Corée du Sud, où on s'est rendu compte que dans les 2 heures qui suivent un pic de pollution particulière, les particules fines, vous aviez des épidémies d'infarctus et des épidémies d'accidents vasculaires cérébraux. Et ces épidémies ont été mises en évidence dans à peu près tous les pays industrialisés. Et la durée, c'est dans les 2 heures qui suivent le pic, et ça dure pendant environ 24 heures. Donc, les 3 maladies liées à la pollution, asthme et BPCO, cancer et maladie ischémique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, nous autres, qui ne sommes pas forcément malades, mais qui respirons tous les jours, pour respirer un air sain, à l'échelon individuel et à l'échelon collectif. À l'échelon collectif, c'est d'abord notre engagement politique au sein de la cité. Et cette semaine, c'est quand même marrant qu'au moment de Mes Poumons, Christophe Raspeau a dû s'organiser avec l'OMS et avec la conférence qui a lieu à Bonn sur le climat actuellement, c'est cette semaine. Et vous n'êtes pas sans savoir que le successeur de Trump n'a envoyé que 7 représentants à cette conférence internationale, ce qui prouve son désintérêt majeur pour les problèmes de pollution et de réchauffement climatique. Le deuxième engagement, c'est de trouver des alternatives aux énergies fossiles, car ce sont les énergies fossiles qui sont la principale source de pollution. Mais on peut aussi envisager des actions à court terme. Les actions à court terme, c'est l'arrêt du diesel. C'est un non-sens sur un plan épidémiologique, le diesel. Je vous rappelle que le parc automobile diesel du Japon, c'est 1,2%. Donc un pays peut fonctionner sans diesel. Et donc, c'est le cas actuellement en France. Les gens commencent à s'en rendre compte. Et depuis le scandale du diesel, on a divisé par 2 les ventes de diesel, mais on est encore loin d'arriver au 1,2% japonais. Autre engagement du citoyen, c'est respecter le non-fumé dans les lieux publics, et c'est castrer le marketing pro-tabac par exemple, le paquet neutre, ou par exemple, les prix des paquets de cigarettes qui doivent être augmentés. Et en Grande-Bretagne, par exemple, les chiffres du tabagisme chez les jeunes sont inférieurs à 5%, alors qu'en France, les jeunes, ils sont comme les adultes, à environ 33% des jeunes de plus de 15 ans qui fument. Et puis, vous avez des nouveautés. Ça, c'est Business Week du mois dernier, qui montre le cow-boy Marlboro. Le cow-boy Marlboro, ça a quand même imprégné, je vois les gens dans la salle ici, notre vie. Moi-même, j'ai connu, je suis un ancien fumeur. Le Marlboro avec son chapeau et sa cigarette, eh bien, il y a eu toutes sortes de campagnes contre les cigarettes électroniques. C'est mauvais, on ne sait pas très bien quoi. Il faut quand même savoir que ces campagnes étaient financées par les géants du tabac. Et depuis quelques semaines, ils sont en train d'introduire dans différents pays du monde, et notamment en Europe, et c'est l'Italie le premier pays, les cigarettes électroniques Marlboro. Ça s'appelle les IQOS. C'est l'acronyme de I Quit Ordinary Smoking. Et vous allez voir, et je prends le pari avec vous, que dans les mois qui viennent, il y aura des tas d'articles qui diront « Qu'est-ce que c'est super pour la santé, la cigarette électronique ?» Ça, je prends les paris avec vous. Et je vous rappelle quand même, les médecins, on doit battre notre coulpe, parce que dans les années 50, c'est les médecins qui conseillaient les Lucky Strike. Les 2679 physicians, c'est les médecins, qui conseillaient de fumer les Lucky Strike. C'est quand même le pompon. Et j'espère que ces Lucky Strike seront remplacés dans les mois et années qui viennent chez les fumeurs, pas dans la population générale, par les IQOS ou autres cigarettes électroniques. Enfin, il faut identifier les personnes à risque. En cas de pollution, il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres. C'est les gamins en phase de croissance. C'est les personnes qui ont des maladies chroniques, tous ceux qui souffrent du cœur et des poumons. Et c'est les plus âgés. Je conclurai sur le sport. La photo en haut à droite, c'est le marathon en Chine,
dans la capitale chinoise, en plein pic de pollution, donc ils courent avec des masques spéciaux. Donc les masques, vous retenez que ça sert absolument à rien. Et est-ce que avoir une activité physique en milieu pollué, c'est un problème? Alors il y a des tas d'études qui ont été faites, et ça c'est une étude faite en vie réelle à Barcelone, le long d'une artère bien fréquentée, avec 28 sujets sains, 2 heures d'exposition, haute pollution, basse pollution, repos versus effort, et on n'arrive pas à montrer une altération du poumon, même si on pratique un sport assez violent pendant 2 heures en haute pollution. Donc ça n'altère pas à très court terme le poumon. En revanche, on arrive à mettre en évidence des effets inflammatoires sur le poumon et dans le sang. Alors vous direz, il y a de l'inflammation, est-ce que c'est mauvais? Eh bien, un travail publié l'année dernière dans le journal international, American Journal of Respiratory and Critical Care, a repris cette fameuse cohorte danoise. Les Danoises, ils sont très forts en santé publique, qui portent ça fait 20 ans qu'ils suivent des patients qui ont commencé à être rentrés dans cette cohorte aux alentours de l'âge de 50 ans, dans 2 cités polluées, Copenhague et Aarhus. Et leur surveillance, c'est les gens qui sont hospitalisés pour asthme ou BPCO, la fameuse bronchite chronique. Donc c'est pas je suis moins bien, c'est carrément je suis hospitalisé. Et ils ont comparé 3 façons de se comporter. Les sédentaires, moins de 30 minutes par semaine. Les sportifs, cool, 30 minutes par jour, soit 30 minutes à 4 heures par semaine. Et puis les intensifs, 4 heures par semaine. Ceux qui pratiquaient une activité sportive avaient un effet protecteur tout à fait clair, à la fois pour l'asthme et la BPCO, moins 15% d'hospitalisation. Ça, c'est vrai chez l'asthmatique pour le sport et le vélo. Pour ceux qui ont une BPCO, c'est vrai pour le sport, le vélo, mais aussi le jardinage et la marche. Et cet effet bénéfique n'était pas montré pour ceux qui pratiquaient plus de 4 heures. Donc à la question, qu'est-ce qui est recommandé? Eh bien en gros, 30 minutes par jour de marche au minimum, de vélo, c'est exactement ce qui est souhaitable, y compris dans les endroits pollués. Je vous remercie pour votre attention. Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je dois dire que quand j'ai rencontré Christophe Raspaud, j'ai également vu qu'il était aussi extrêmement hyperactif. Je me dis, tiens, voilà sûrement un garçon qui ne manque pas d'air. Et donc, ça devait être sympa de pouvoir essayer d'organiser quelque chose avec lui. Alors, on va franchir quelques épithélias, et c'est-à-dire qu'on va passer de l'épithélium pulmonaire vers l'épithélium intestinal. Mais vous allez voir, il y a énormément de relations. Et on va essayer de discuter ensemble. Vraiment, j'attends du public et de mes confrères une discussion. On va essayer de discuter autour de, finalement, l'intérêt d'avoir un intestin en bonne santé pour bien respirer. Aujourd'hui, je vois pas mal de personnes dans cette salle, et pour moi, je vois autant de bactéries qui se connaissent pas, qui discutent entre elles, qui sont en parfaite écologie, en parfaite harmonie. Et je vois les sourires de la plupart des gens dans la salle qui mettent en évidence qu'en plus, tous ces gens sont heureux d'être là. Et donc, on va partager ce plaisir et on va essayer de sortir un petit peu des limites classiques de la réflexion, de la discussion, pour vraiment essayer de franchir quelques limites logiques. Alors, les poumons, c'est important pour respirer, pour parler, pour chanter. Moi, j'avais envie de dire que l'intestin, c'est quoi d'autre? C'est le tube de l'année. Donc l'intestin chante aussi, c'est le tube de l'année. Vous voyez, donc il y a vraiment un parallélisme assez important entre poumon et intestin. Les deux chantent, chacun à sa manière, je n'en dirai pas plus. Donc, une des questions clés, c'est de savoir si, finalement, l'intestin est également un organe de la respiration. Alors, remontons, il y a fort longtemps, ça a été éludé tout à l'heure, mais allez, soyons fous, remontons 13 milliards d'années avant, la naissance de l'univers, on va dire, puis notre planète est arrivée. Et une fois que la planète est arrivée, il y a 4,5 milliards d'années, il y avait une atmosphère. Mais c'était plein de gaz carboniques qui, à première vue, étaient relativement irrespirables. Un poumon actuel ne pourrait rien faire. Mais il y a eu tout de même de la vie. 3,5 milliards d'années, la première forme de vie. Mais on était toujours dans cette atmosphère CO2. Qui dit vie dit respiration potentielle, reproduction, alimentation. Et donc, on peut se poser la question, savoir si le poumon, finalement, était-il le premier organe nécessaire à la respiration, ou comment respire-t-on? Mais on va voir tout de même que oui. Et puis après, révolution.
Hier, 2,5 milliards d'années, des bactéries, qu'on appelle des cyanobactéries, ont été capables de faire de la photosynthèse, l'énergie du soleil, le CO2, et produire de l'oxygène. Et en effet, ces bactéries étaient alors capables de prendre le CO2 qui était dans l'atmosphère primitive, transformé grâce à l'énergie du soleil en oxygène. Et là, tout d'un coup, tout a changé. Tout a changé. Pourquoi ? Parce que c'était toxique. L'oxygène est une substance toxique. Évidemment, je le dis de manière assez provocative. Et finalement, pourquoi c'est toxique ? On a tous entendu parler du mot oxydation. Vous prenez un clou en bonne santé, vous le laissez à l'air et à l'eau, il va s'oxyder. Eh bien, pour nous, c'est pareil. C'est une oxydation. Respirer de l'air est une oxydation. Simplement, rassurez-vous, on est bien fait et on a parfaitement évolué par rapport à ça. Et on va le démontrer encore, comme quoi ce sont les bactéries qui nous ont aidés à lutter contre cette oxydation. Et ces bactéries, les voici, les anciennes bactéries, les mères des mères des mères des mères des bactéries, qu'on appelle des protéobactéries, à l'époque des protéobactéries, dont le nom est appelé mitochondries, on en reparlera un petit peu après, et de la famille des alpha-protéobactéries. Donc ces noms assez complexes témoignent qu'il y a 2 milliards d'années à peu près, 2,5 milliards d'années, sont apparus à partir des bactéries primitives, de nouvelles bactéries qui, tout d'un coup, comme dans une écologie classique, ont pu capturer le dioxyde de carbone et fabriquer de l'oxygène. Capturer le dioxyde de carbone, fabriquer de l'oxygène pour les cyanobactéries, et après utiliser l'oxygène toxique comme un argument positif pour faire ce qui était dit tout à l'heure par le professeur Marquette, fabriquer de l'énergie. Et là, le cycle de la vie était réalisé. En effet, sucre, oxygène, par ces bactéries, ces anciennes bactéries, produisent de l'énergie, on l'a vu. Et retour au dioxyde de carbone. Donc le dioxyde de carbone était au début, a été transformé par les bactéries, des cyanobactéries, en oxygène. De nouvelles bactéries ont récupéré l'oxygène et ont reproduit le dioxyde de carbone dans une écologie, dans une symbiose. Et le mot symbiose était né. Et on arrive au cycle de la vie. Et donc respirer fait entièrement partie du cycle de la vie. Donc sur cette fonction essentielle, qui a été une des premières fonctions, mettant en évidence que la respiration produisait de l'énergie et l'énergie nous aidait à respirer, on avait alors un équilibre parfait. Et l'on voit, on a pu prendre toute la mesure de ce qui a été dit précédemment, comme quoi respirer correctement dans une atmosphère saine permet de générer la vie. Et en générant la vie, on utilise l'énergie qui est disponible pour améliorer notre quotidien. Il y a 1,5 milliard d'années, donc on remonte dans le temps, il y a 1,5 milliard d'années est arrivée une théorie qu'on appelle la théorie endosymbiotique. Je vous parle de ça parce que ces bactéries qui sont à l'extérieur, finalement, elles ne sont pas encore en nous pour nous aider à respirer. On est encore loin du concept. Eh bien, il s'est passé une chose assez extraordinaire, c'est que des cellules, dont vous voyez les noyaux ici, représentés schématiquement là, une cellule avec son noyau classique, tout d'un coup a avalé une bactérie. Mais l'a avalée sans la digérer, en la conservant. Et cette bactérie, cette mitochondrie, a fait une symbiose, une endosymbiose, parce que c'est à l'intérieur de la cellule. Et nous avons ici, tout autant que nous sommes, tout être vivant, j'allais dire multicellulaire, dans ces cellules, dans toutes les cellules qui nous composent, des mitochondries qui sont des anciennes bactéries. Et ces mitochondries, vous l'avez compris, ce sont les bactéries qui aident chaque cellule à respirer. L'oxygène apporté par les globules rouges va alors diffuser, pénétrer dans la cellule, être capturé par la bactérie intracellulaire, la mitochondrie, qui va alors rentrer dans ce qu'on appelle la centrale énergétique et fabriquer cet ATP, en l'occurrence à partir de dérivés du glucose pour simplifier. Et donc, on est arrivé avec cet arbre de vie qui permettait de générer de l'oxygène qui alors était utilisé par les bactéries pour avoir un arbre de vie florissant. Et donc, grâce à ça, la vie sur Terre a suivi une saison printanière avec une explosion de vie. Et grâce à ça, grâce à ce type de respiration intracellulaire, la vie a pu se développer de manière importante. Donc, en effet, les cellules, nous sommes faits de cellules, nous, cellules, respirons grâce à des bactéries intracellulaires, et l'on voit ce cycle de la vie. Donc ça, c'est pour les bactéries dans nos cellules, qui venaient de l'extérieur, qui viennent d'il y a très très longtemps, et l'on aimerait quand même savoir, finalement, ces bactéries
intracellulaires, donc ces mitochondries, qui sont extrêmement nombreuses. Elles habitent également notre organisme, mais en plus de nous aider à respirer quand elles sont à la cellule, quand elles sont à l'intérieur de la cellule, quand elles sont dans l'intestin, sur la peau, nous aident-elles à respirer également. Donc dans cette deuxième partie, on va voir sur des concepts d'évolution primitive très darwinienne, comment le cycle de la vie s'est mis en place. Et maintenant, on va savoir comment une écologie qui nous est personnelle, très propre, nos bactéries intestinales, comment est-ce qu'elles peuvent conférer le fait de bien respirer et potentiellement courir le marathon. Peut-être que si l'on récupère le microbiote intestinal de M. Marquette, on va découvrir des bactéries particulièrement capables de sélectionner les grands sportifs. Alors, j'appelle aux grands sportifs ici à faire un don de leur microbiote de façon à ce qu'on puisse l'analyser. Ce n'est même pas une blague, c'est en effet extrêmement fait. Et on caractérise le microbiote des grands sportifs car on est persuadé que le microbiote des grands sportifs est associé à des capacités physiques particulières. Et donc faire de l'exercice physique aide le microbiote, aider le microbiote favorise l'exercice physique et on va le voir comment. Donc les bactéries, ça aime bien tout ce qui est épithélium, tout ce qui est peau, surface, la bouche, l'intestin, la respiration, la peau évidemment, et tous les épithéliats de l'organisme sont couverts de bactéries jusqu'aux plus cachés comme la vésicule biliaire, les canaux du pancréas, etc. Et donc, ces bactéries, dont les noms sont barbares, il n'y aura pas de quiz à la fin, rassurez-vous, dont les noms sont barbares, sont représentés ici par des couleurs. Et j'utiliserai ce code couleur. Vous voyez, dans l'intestin, on a deux grands groupes de bactéries, avec des milliers et des milliers de bactéries, évidemment, et on a deux groupes, le rouge et le bleu, qui sont prépondérants dans la vie politique intestinale, même si ça n'est plus le cas actuellement. Donc là, il y a une sorte de révolution, vous l'avez bien compris. Donc dans l'intestin, nous avons plus de 10 millions de gènes bactériens. Alors, si je posais une question pour les plus érudits ou les plus curieux, souvent sont les mêmes, combien a-t-on de gènes, nous, dans nos cellules à nous ? Alors évidemment, les scientifiques ne répondent pas. Est-ce que dans la salle, comme pour le juste prix, vous savez combien dans nos cellules on a de gènes en milliers, millions, milliards ? On a des milliers, des millions, des milliards. Allez, le bon prix. Voilà. Allez, par ici, les enchères. Alors, je vous donne la réponse. Nous avons entre 20 et 30 000 gènes. Un gène, c'est une protéine. Une protéine, c'est une fonction. Donc, on a à peu près 20 à 30 000 fonctions. Les bactéries en ont 10 millions. Et se pose la question très philosophique de savoir finalement qui est l'hôte de la bactérie. Elles étaient avant nous. Elles ont des milliers de capacités supplémentaires par rapport aux nôtres, des millions, et finalement, on a l'impression d'être un peu plus évolué. Réfléchissez là-dessus, je ramasse les copies après. Donc sur cette base-là, on a 10 puissance 13, c'est un 1 avec 13 zéros derrière, bactéries. Pour la petite histoire, on a 10 fois moins de cellules dans notre corps que de bactéries dans notre intestin. Donc là aussi, elles sont bien plus nombreuses. Alors elles sont regroupées derrière des noms extrêmement curieux, comme ça, et pour les très grands savants que personne ne retient jamais, en grands groupes, deux grands groupes et un petit groupe. Alors celui-là est intéressant, ce sont les bactéries qu'on retrouve dans les yaourts. Donc c'est aussi assez intéressant. Eh bien, quand nous sommes nés, finalement, à la naissance, nous sommes nés sans bactéries, extrêmement propres de l'intérieur, de l'extérieur, tout allait bien. Et au cours de la naissance, par voie basse, par voie vaginale, on a commencé à récupérer les bactéries de notre mère, du bisou de notre père, des grands-parents, de la famille, des nurses qui étaient dans le coin, etc., des sages-femmes et tout ça. Et on a été colonisé dans notre intestin par des groupes séquentiels de bactéries très organisés. Et vous voyez, naissance, 7 jours, 1 semaine, 6 mois, adulte, il y a eu des combinaisons écologiques de bactéries qui se sont mises en place. Et depuis l'âge d'à peu près 2 ans, entre 6 mois et 2 ans, vous et moi avons en gros, bon an, mal an, les mêmes bactéries. Donc, on pourrait savoir qui nous sommes depuis l'âge de 2 ans et on a notre signature bactérienne, hormis les antibiotiques, hormis les maladies particulières, exactement. Et l'on conservera ça toute notre vie jusqu'à la sénescence. Et donc, cette signature est particulièrement importante à la naissance parce qu'elle nous programme. Et elle pourrait nous programmer la manière de respirer. Si l'on a un bon microbiote à la naissance, on pourrait, somme toute, avoir des capacités de marathonien. On ne sait pas.
peut-être que certains d'entre nous ont respiré un air particulièrement pur qui a éduqué nos poumons en nous autorisant à avoir de bonnes bactéries, où on a mangé de bons aliments et notre microbiote intestinal était particulièrement satisfait. Et donc, comment fait-il? Alors voilà l'intestin, avec toutes les bactéries qui sont colorées ici dans différentes couleurs, les cellules de l'épithélium intestinal et une barrière. Il y a toujours une frontière, il y a toujours une barrière, même si elle reste sémantique, qu'on appelle le mucus intestinal, le mucus stérile. Il y en a dans les poumons, il y en a évidemment dans l'intestin, et cette barrière fait quand même une sorte de filtre. Je veux bien être copain avec mon microbiote, mais quand même, chacun chez soi, avec une sorte de filtre, et je ne laisse passer que certaines bactéries. Il faut vraiment un passeport. Et ça, c'est l'écologie classique naturelle. Et donc, il y a un discours entre ces bactéries et notre corps. Mais ce discours peut être forcément influencé par ce que l'on mange. On a pris l'apéro tout à l'heure, on va remanger après. Et en effet, il y a une interaction entre ce que l'on mange, les bactéries que l'on a, et le développement des bactéries autour de ce mucus intestinal dans notre intestin, mais également sur notre peau et également dans nos poumons, par d'autres moyens évidemment que l'alimentation. Alors, l'interaction avec les aliments serait potentiellement un moyen pour maintenir dans un bon équilibre notre microbiote ou éventuellement le déséquilibrer. Et donc, grâce à ça, on pourrait se dire peut-être qu'une bonne alimentation, si vraiment l'intestin et le microbiote ont un rôle sur les poumons, serait essentielle à une bonne respiration. Donc le bien vivre, le bon exercice, une bonne alimentation. Et en effet, les bactéries mangent ce que l'on mange. Nous leur assurons protection, dissémination, alimentation. Elles nous le rendent dans un cadre symbiotique. Tu m'aides, je t'aide, aide-toi, le ciel t'aidera. Et en effet, nous récupérons les produits de transformation des bactéries, qui sont souvent des sucres, des vitamines essentielles et de l'énergie pour notre bien-être. Et grâce à cette symbiose, on est dans le bien-être. Et ce bien-être peut aboutir, vous allez le voir, à une amélioration de la restauration. Alors, ces bactéries, et là, il y a eu un saut il y a une dizaine d'années absolument fantastique en physiologie, on en connaissait cette partie. Et puis, dans les années, on va voir, 2005-2010, on a découvert le bas de l'iceberg. Et là, il y a eu un saut révolutionnaire dans la santé publique, dans la connaissance, et un saut révolutionnaire dans la manière de vivre par rapport à ce microbiote intestinal qui est impliqué dans un nombre de bien-être et de pathologies absolument essentielles. Et aujourd'hui, on parle de respiration. Eh bien, ces bactéries, on a vu qu'il y avait plein de gènes, en fait, sont maintenant regroupées sous forme d'un catalogue. Il y a la redoute, les bactéries, l'annuaire, et vous regardez sur Internet vos différentes bactéries, vous pouvez les commander, en acheter, les récupérer à la maison, faire ce que vous voulez avec. Il y a tout un tas de listings, on connaît leurs noms, on connaît leurs gènes. Évidemment, c'est une science en marche. Cette science qui va avancer nous permettrait alors potentiellement de mieux respirer, parce qu'on va gagner de la connaissance. Donc sur cette base-là, si l'on fait un petit test, et l'on essaie de savoir combien de bactéries nous avons en commun. Donc on a vu des milliers d'espèces, des millions de gènes, combien de bactéries avons-nous en commun? La moitié des gens de cette salle, si on le sépare en deux, partagent à peu près en commun 75 espèces, alors qu'on en a des milliers dans l'intestin. Uniquement 75 espèces, c'est très peu. On a une signature communautaire extrêmement faible. 90% des gens dans cette salle partagent 57 espèces. Et la totalité des gens de cette salle, combien d'espèces pourraient-elles partager? Uniquement 18. Ce qui veut dire que nous avons besoin de ces 18 bactéries pour vivre, puisqu'on les a tous. Il ne faut pas les déranger, il faut les maintenir, il faut les entretenir. Donc elles sont connues, on a leur petit nom, leur numéro de téléphone, on sait comment faire. Mais toutes les autres qui caractérisent notre individualisme, qui caractérisent nos fonctions, notre bien-être, on découvre cela, on ne sait pas encore comment faire. Et donc on a, par-delà cette information, chacun une signature individuelle. On peut tous être cartographiés par notre microbiote intestinal. Mais on peut également être cartographié, pas uniquement par rapport à notre individu, mais par rapport à ce que nous faisons, ce que nous sommes et notre bonne santé. Les marathoniens ont une cartographie, ceux qui aiment bien regarder la télé ont une autre cartographie, ceux qui vont au McDo une cartographie, ceux qui sont végétariens ont une autre cartographie. Et pour les maladies, c'est pareil, on découvre aujourd'hui des cartographies
pour la maladie, mais également pour le bien-être. Et donc, il existerait une cartographie des bactéries qui serait associée au bien respirer, ou au moins à faire l'exercice physique. Alors, en résumé de cette partie-là, on peut dire que le microbiote était sur la planète avant nous. Comme je vous ai dit, ils étaient avant nous. Il nous a autorisés à y habiter, autorisés à vivre dans le cadre d'une symbiose parfaite. Et il nous a conféré cet oxygène qui pour nous est essentiel, pour nos cellules est essentiel, et pas que pour nous, pour notre écologie ambiante. Et donc les arbres que l'on voit ici, finalement produisent cet oxygène que nous utilisons grâce à nos bactéries, mitochondries intracellulaires. Et nous sommes heureux comme ça. Et s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas respirer. Et donc, il existe donc des milliers de bactéries différentes par individu qui nous cartographient, aussi bien définissant notre individu que définissant le groupe auquel on appartient, en bonne santé, en moins bonne santé, qui servira dans les années futures proches, j'espère, de biomarqueurs, de marqueurs capables d'identifier si l'on a un risque respiratoire, si l'on a un risque d'une pathologie XY. Et donc, il existe une signature très précise pour chaque individu et chaque groupe d'individus. Alors, à ce moment-là, ce microbiote et cette respiration, puisqu'on est capable d'identifier une signature, comment, par quel mécanisme pourrait-il agir pour nous conférer une bonne respiration? Eh bien, c'est cette question. Donc, c'est la dernière partie. Et pour comprendre la relation, il faut rajouter une interface, parce que dans la précédente, on a un gros point d'interrogation. Depuis tout à l'heure, je vous parle des bactéries dans les cellules qui nous aident à respirer, je parle des bactéries, leur signature, mais sur la respiration, il manque une interface. Alors, une des interfaces, parce qu'on ne connaît pas tout, une des interfaces, c'est l'immunité intestinale, les globules blancs qui sont dans l'intestin. Pourquoi ? Vous savez que les globules blancs se déplacent dans l'organisme au gré des courants multiples et variés et capturent de l'information, ils transportent de l'information. Et donc, les derniers travaux ont mis en évidence, voilà, vous avez l'épithélium intestinal, donc ça c'est le milieu intestinal avec les bactéries. Là, vous avez l'intérieur de l'organisme, dans l'intestin, avec les cellules immunitaires qui se retrouvent ici avec des noms barbares. Ces globules blancs de l'intestin récupèrent de l'information microbienne. Et en effet, vous avez ces bactéries en violet, qui discourent avec les globules blancs de l'intestin. Ils discutent entre elles, ils s'expliquent, qui es-tu ? Je suis un tel, je te connais, je ne te connais pas. Je récupère de l'information. Si je te connais, si tu fais partie de mon environnement habituel classique, alors moi, globule blanc, je vais informer le reste de l'organisme et notamment les poumons. Et en effet, vous voyez ici les autoroutes, les routes, les chemins de campagne qui véhiculent les globules blancs de cette partie, l'intestin, qu'on appelle le tissu lymphatique ici, jusqu'aux poumons. Et vous notez que dans tout cet organisme, il y a beaucoup de chemins autour de l'intestin et beaucoup de chemins autour des poumons. Et une autoroute entre les deux. Il y a un grand passage, une grande discussion qui s'établit entre l'intestin, le microbiote intestinal, les globules blancs intestinaux, jusqu'aux poumons pour les informer du bien-être. Un mauvais intestin se traduira par une mauvaise respiration, pour simplifier. Et en effet, dans cet axe, qui est encore un axe de recherche, je le dis comme si c'était connu depuis la nuit des temps, sont des hypothèses qui commencent à prendre un certain nombre de substrats vraiment dans leur véracité. Eh bien, cette hypothèse qui commence à être établie assez certainement est une hypothèse relativement majeure, parce qu'on pourra peut-être demain, et ça a été publié, proposer, soigner, améliorer sa respiration avec l'amélioration de son microbiote intestinal. Alors, j'ai dit tout à l'heure, donc voilà le voyage des globules blancs, j'ai dit tout à l'heure que l'on pouvait modifier son microbiote par des antibiotiques multiples et variés quand on est malade, mais également par une alimentation saine. On entend tous parler qu'il faut une alimentation saine, à quoi ça sert, c'est flou. Et vous voyez, une alimentation saine va assainir le microbiote intestinal qui va conférer un discours vers les poumons et conférer une protection contre les risques exogènes dont on a entendu parler, l'environnement. Ces globules blancs vont nous protéger des bactéries aériennes, des pesticides multiples et variés, du gaz carbonique et d'autres gaz toxiques, des particules fines, pour nous protéger et donc nous permettre de bien respirer. Et donc, en effet,
dans ce système respiratoire, il faut faire des échanges évidemment entre l'atmosphère et la respiration, et renforcer les défenses immunitaires pulmonaires nous permet donc de réaliser cette protection contre les facteurs de risque intestinaux. Et ces cellules immunitaires, elles sont en grande partie éduquées dans l'intestin par le microbiote intestinal. Donc ça, ce sont les dernières découvertes. Et donc, ce déséquilibre du microbiote intestinal peut-il affecter la respiration ? Maintenant, on commence à comprendre. Il y a des agents infectieux, du stress, des antibiotiques, des déséquilibres alimentaires. Tous ces déséquilibres intestinaux peuvent avoir un risque, évidemment, sur la respiration. Et donc, ce sont des nouvelles voies de recherche, d'études, qui tendent à dire que si l'on se prémunit contre ces risques, alors on pourra mieux respirer. Et prenons un exemple simple. Ici, dans cette étude qui a été réalisée chez l'homme, ils ont étudié l'influence du fromage. Oui, attendez, l'influence du fromage, après tout, nos bactéries mangent ce que l'on mange. L'influence du fromage, je sens qu'il y en a qui vont regretter d'avoir piqué les petits fours tout à l'heure. Eh bien, en fonction du fromage, vous avez des bactéries, donc vous vous souvenez les codes couleurs, vous avez des bactéries différentes. Vous voyez, on change énormément nos bactéries. Le chèvre, les bactéries bleues, les lactocoques, c'est celles qui sont dans le lait, évidemment, c'est du fromage de chèvre. Il y en a beaucoup dans le fromage de chèvre. Et puis si on prend un autre type, là, du salami, ils ont étudié, c'est une sorte de fromage italien, ou du prosciutto, on a d'autres types de bactéries. Donc ce que l'on mange va modifier notre microbiote. Et rassurez-vous, il y a un équilibre. Comme on mange varié, on a un microbiote varié, et grâce à ce microbiote varié, on peut avoir une éducation variée du système immunitaire. Donc vous l'aurez compris, la diversité des aliments va nourrir la diversité de notre microbiote, le bien-être de notre microbiote va nourrir le système immunitaire qui va alors nourrir notre respiration, et l'équilibre entre les bactéries commensales, les bonnes bactéries, et le risque potentiel des mauvaises bactéries quand on est agressé, eh bien ce déséquilibre-là, c'est un exemple, pourrait concourir avec les facteurs de risque liés à l'âge, à l'hérédité, à l'alimentation, à altérer notre système respiratoire. Donc prendre soin de son intérieur intestinal, c'est prendre soin, quelque part, de sa bonne respiration et de son bien-être. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Alors, on va passer la parole au professeur Landidi qui va conclure et synthétiser tout ça. Mais avant, passez-vous au professeur Martin. Moi, je voulais justement, j'ai une question, je voulais vous faire réagir en tant que soignants, tous les deux, peut-être. Vous nous avez présenté ce qui est aujourd'hui, ce qui sont les pistes de recherche aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a des moyens de détecter en amont, quand on est soignant, un microbiote qui ne serait pas en bonne santé? Est-ce qu'il y a des perspectives thérapeutiques pour ça? Est-ce que vous travaillez là-dessus quand vous soignez des gens qui ont des problèmes respiratoires? Eh bien, comme l'a souligné Philippe Gosselin à l'instant, c'est récent tout ça. Et pour l'instant, on est quand même encore dans le domaine de la recherche et l'application pratique en pathologie respiratoire, à visée thérapeutique, à ma connaissance, on n'est pas encore à cette étape-là. C'est passionnant, on y sera peut-être un jour. On y est déjà dans certaines maladies. On va sortir de coup, mais dans certaines maladies, on y est déjà. Pour le coup, c'est sûr qu'on peut attendre des choses. Pour l'instant, on ne peut pas. D'accord. Alain Didier. Sur cet aspect-là, je partage complètement de Charles. Il y a déjà quelques utilisations pratiques, mais plutôt dans le domaine digestif. Mais dans le domaine respiratoire, on est en pleine découverte, Rémi Gosselin l'a bien montré. On peut espérer qu'on va se situer probablement dans un objectif de prévention, c'est-à-dire qu'on sera vraisemblablement dépister rapidement des facteurs de risque de développer telle ou telle pathologie, ou dépister très tôt les anomalies du système respiratoire qu'on ne pourrait pas mesurer par nos tests traditionnels. Donc il y a vraiment des perspectives intéressantes à la fois sur le plan thérapeutique, mais aussi sur le plan de dépistage très précoce d'individus qui seraient, parce qu'ils sont exposés à un risque, amenés à développer des pathologies, et donc on peut intervenir très, très rapidement. Donc c'est vraiment un sujet d'avenir, et sûrement d'avenir assez proche finalement, oui. Parce que ce qu'on a vu dans l'exposé de Rémi aussi, c'est qu'on a tellement progressé sur le plan technologique qu'on est capable maintenant d'identifier, de séquencer des milliers de bactéries, alors qu'autrefois on identifiait 3-4 bactéries. Là maintenant on identifie des milliers, et en plus on séquence leur génome. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui nécessite des moyens d'analyse, de big data, etc., qui sont très importants. C'est pour ça qu'on peut le faire maintenant. Très bien. Alors, avant de vous donner la parole pour des questions, on va vous la laisser à vous pour conclure. C'était un peu une gageure de faire intervenir ces deux intervenants qui sont dans des domaines a priori très très éloignés l'un
de l'autre. Moi, ce que j'en ai retenu finalement, un petit peu, c'est le maître mot, j'ai trouvé, c'est l'équilibre, parce que on a vu que Charles nous a montré qu'il faut faire du sport, mais pas trop. La respiration, c'est quelque chose de très simple, mais ça peut très rapidement tourner mal s'il y a une agression. On avait vu que nous sommes toujours sur l'équilibre et émotionnel, mais aussi vous aviez montré que les changements de notre mode de vie, le changement d'alimentation, l'exposition au stress, etc., pouvaient déséquilibrer notre flore digestive et induire peut-être des modifications de notre respiration ou induire les maladies respiratoires. Donc je crois qu'il faut sortir d'ici avec l'idée d'équilibre et l'idée aussi que peut-être ces bactéries, moi il me semble, je ne sais pas si tu es d'accord, qu'elles vont nous permettre aussi de nous adapter à notre nouvel environnement, puisque notre environnement est en permanence en changement. Comme l'a montré Charles Boom, il est parfois un peu agressif, mais peut-être comme elles nous ont sauvés au tout début, ces bactéries, en inventant l'oxygène, comme tu l'as montré, peut-être aussi elles vont nous permettre de nous adapter à ces nouvelles agressions. Je ne sais pas ce que tu en penses. Alors, en effet, non seulement nous permettre de nous adapter à ces nouvelles agressions, elles vont surtout nous permettre de nous adapter simplement à l'évolution sociétale. Depuis un siècle, même un demi-siècle, nous avons fortement grandi, la population générale a fortement grandi, et donc c'est lié non pas à la modification de nos gènes, on n'a pas muté spontanément, c'est lié à notre environnement, c'est lié à la qualité de l'alimentation et de l'alimentation en agissant sur le microbiote intestinal. Et donc, en effet, ne serait-ce que par l'évolution sociétale, un changement du microbiote, une évolution du microbiote, permet en effet de s'adapter à la société. Alors, je ne sais pas encore, j'espère quelque part que un des microbiotes, qu'il soit pulmonaire ou pas, nous aide à nous adapter au gaz carbonique et à l'effet de serre et potentiellement à tous les polluants environnementaux. On sait qu'il existe des bactéries qui sont capables de détoxifier, qui mangent les polluants, mangent les pesticides, mangent les hydrocarbures, qui mangent les polluants. Nous avons des bactéries qui sont capables de détecter cette pollution. Et ce qu'elles vont faire dans l'intestin, elles vont alors alerter le système immunitaire intestinal pour le renforcer. Et donc, il sera peut-être possible d'envisager demain de prendre des bactéries, des compléments alimentaires, qui vont permettre d'étayer et de renforcer le discours vers le système immunitaire, qui alors nous protégera plus contre les risques environnementaux. Donc, au fur et à mesure, il est possible qu'on puisse en effet récupérer du bien-être en modifiant petit à petit notre microbiote intestinal. On ne sait pas encore le faire. Charles Beaumarchais disait que c'était du domaine de la recherche. C'est vrai, je confirme. Les observations arrivent. Ça arrive vite, jamais assez rapidement, mais parce qu'il faut toujours tout un tas de facteurs sociétaux qui permettent de le faire. Mais on peut espérer qu'on puisse dépister le risque potentiel de maladie ou de bien-être, l'on puisse dépister les prochains champions de demain et les éduquer correctement, on puisse améliorer à la naissance le risque d'un bébé qui arrêterait de vivre dans des conditions délicates, notamment dans le tiers-monde, le renforcer et probablement améliorer le bien-être au quotidien. Donc ça, ce sont les espoirs qu'on peut baser sur ce microbiote. Bonsoir, je m'appelle Léane, donc je suis à l'UQAM. Et là, j'ai bien écouté ce que vous nous avez expliqué. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les probiotiques qui sont donnés maintenant automatiquement avec des traitements pour justement réguler cette flore intestinale par rapport à certains traitements qui pourraient donc faire des dégâts au niveau de l'intestin? Alors sur les probiotiques et l'aspect thérapeutique, je ne vous dirai rien parce que je ne suis pas médecin, donc je ne me prononce pas là-dessus. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que c'est toujours mieux de faire quelque chose quand on connaît comment ça marche. Et la plupart du temps, on ne sait pas comment ça marche. Donc des modes, la théorie hygiéniste, le lait maternel, le lait maternel, le biberon ou pas, tout ça sont des modes qui ont derrière tout ça un certain nombre de grands acteurs sociaux qui potentiellement pourraient lancer des modes pour des raisons économiques. Donc je crois qu'en tant que chercheur, il faut d'abord comprendre pour mieux agir. Et donc je ne sais pas répondre directement à votre question parce qu'on ne comprend pas. Quand on saura, on pourra répondre, malheureusement. À propos en tant que soignant, on a tendance quand même à remarquer que certaines pathologies digestives, comme les coliques inflammatoires, on a souvent des problèmes inflammatoires bronchiques associés. Donc ça serait peut-être un départ sur une étude. Et il faudra que tu nous parles aussi peut-être, parce que tu as parlé du microbiote digestif.
mais tu n'as pas parlé d'un microbiote respiratoire ou pulmonaire. Est-ce qu'il y a un microbiote et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un lien entre les deux? D'ailleurs, sur ta plaque, il n'y a même pas le microbiote pulmonaire. Pourtant c'est qu'on a un piano. C'est vrai, Les poumons, c'est pas ce qu'il y a. Alors, c'est en effet, c'est du domaine de la recherche. Et c'est vrai que cette diapo date un petit peu. Et à l'époque, on ne connaissait pas, on ne l'avait pas encore caractérisé. On a un microbiote un petit peu partout. Dès qu'il y a un millimètre carré, un nanomètre carré, il y a des bactéries dessus. Et donc, il y en a forcément sur l'épithélium pulmonaire. Il commence à être connu, et il n'est pas encore cartographié. Je ne sais pas s'il est dans le catalogue, si on a un catalogue à jour, mais sûrement. Et par rapport à la pathologie, la relation, donc on a fait un intestin, colite et maladie pulmonaire, il en va de même pour tout ce qui est tuberculose, et probablement de même pour ce qui est, ça je le sais moins, pour ce qui est de type allergique. Mais pour la tuberculose, il commence à avoir un certain nombre d'évidences assez claires, comme quoi il y a une relation très sensible entre le bien-être intestinal et la sensibilité au développement de la tuberculose. Vous avez parlé d'une flore bactérienne qui se formait notamment à la naissance, et vous avez énoncé par voie basse. Est-ce que vous sous-entendez que par césarienne, cette flore est moins riche? Observationnel, encore une fois, ce sont des études de population en très grand nombre, observationnelles, il n'y a pas eu d'expérience, Dieu merci là-dessus, mettent en évidence qu'il y a une différence pour certaines maladies, alors celle que je connais le mieux, moi, c'est le diabète et l'obésité, il y a une différence d'incidence de maladies diabète, obésité, voire cardiovasculaire, entre les bébés qui sont nés par voie basse ou par voie, c'est-à-dire naturelle, ou par césarienne, sur le développement, sur le risque de prise de poids, par exemple, pour simplifier. Il en va de même pour l'antibiothérapie à la naissance. Pour des raisons médicales, après quelques jours après la naissance, de temps en temps, il y a l'antibiothérapie ou dans les premiers 6 mois de la naissance, il y a les antibiothérapies répétées, voire plus tard pour les otites, etc. J'en passe des meilleurs. Ceci a une influence sur le risque cardiovasculaire a posteriori 40-50 ans plus tard. Maintenant, on commence à faire des études d'observation qui mettent en évidence une corrélation. C'est juste des corrélations, ce ne sont pas des causalités, mais il y a des observations qui vont dans ce sens. Est-ce qu'il faut apprendre à respirer pour dans certaines activités? Est-ce que ça pourrait, est-ce que ça serait quelque chose à faire? Parce que c'est vrai qu'on dit il faut respirer. Donc pour un marathon, je pense que tu respires peut-être d'une certaine façon, je ne sais pas, c'est une question. Là, je vais m'adresser vers monsieur qui a fait juste la remarque tout à l'heure, c'était vous, Chanel, parce qu'il existe en effet toute une série de techniques qui permettent de se réapproprier la respiration. Alors, ce n'est pas dans les activités sportives. Je pense qu'on ne demande pas ses capacités sportives en respirant plus comme ci ou plus comme ça. Il faut être clair, il y a des automatismes. Et donc, ce n'est pas là-dessus qu'on va jouer. Il y a toutes sortes d'influences entre notre respiration, notre bien-être mental d'une part, mais général aussi. Il y a des tas d'études sur ces techniques et leur retentissement sur l'immunité, voire le contrôle de maladies chroniques. Et donc, je pense que oui, il y a des situations où ça va aider. Et ce n'est pas dans les situations sportives classiques, par exemple. J'ai une idée dans ce sens-là. J'en profite pour rebondir sur cette idée. Moi, je fais de l'apnée, j'aime bien faire de l'apnée, et je me suis toujours posé la question, tu as dit tout à l'heure que 3 minutes, après 3 minutes sans respirer, on mourrait. Certains apnéistes tiennent 8 jusqu'à 10 minutes au fond d'une piscine sans bouger. Faut-il une capacité génétique particulière? Faut-il un savoir respirer particulier? Peut-on améliorer sa respiration? Je rebondis sur ce que Christophe disait. Peut-on améliorer sa respiration par entraînement, par exemple pour ces apnéistes, ou faut-il être champion du monde? Oui, la réponse est oui. Alors là, le contrôle de la respiration dans ces situations-là, oui. Et tu disais, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques? Eh bien oui, par exemple, un truc simple. On est au repos, on va se mettre à courir. Eh bien, à gauche, il y aura les gens qui vont respirer plus en augmentant leur fréquence, et à droite, ceux qui vont respirer plus en augmentant leur amplitude. On fait les deux. Mais génétiquement, c'est déterminé si on fait plus en fréquence ou plus en amplitude. Déjà, rien que ça. Ensuite, on prend le mode ventilatoire face à l'altitude.
Et il y a des études très poussées de physiologie qui ont étudié les gens au même niveau d'altitude au Népal ou en Amérique du Sud sur la cordillère. Et bien l'adaptation cardio-circulatoire à l'altitude et l'augmentation des pressions intrapulmonaires, etc., et intravasculaires face à l'hypoxie ou au manque d'oxygène à l'altitude est clairement conditionnée de façon génétique. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... Donc, il y a des prédispositions. Alors la question, est-ce qu'on s'entraîne et comment on s'entraîne? Alors l'apnée, c'est typiquement la situation où la maîtrise du rythme cardiaque et du métabolisme est essentielle. C'est-à-dire que, je disais tout à l'heure, on ne peut pas vivre 3 minutes sans respirer. Si on nous refroidit, par exemple, non mais si on baisse de 5 degrés de température, en se mettant dans la glace, différentes techniques, si on contrôle son rythme cardiaque pour avoir une bradycardie la plus importante possible, on baisse son métabolisme et on peut s'arrêter de respirer pendant plus de 10 minutes. Enfin, on peut avoir des apnées très prolongées en contrôlant son métabolisme de base. Et il y a des gens, les grands apnéistes, savent le faire, avec des risques accidentogènes aussi, quelquefois ils se loupent parce qu'ils n'ont pas tout à fait calculé la courbe, mais en effet, en maîtrisant, alors c'est pas en maîtrisant sa respiration, parce que ça c'est assez homogène, c'est en maîtrisant carrément son métabolisme et son rythme cardiaque surtout. On peut le faire, ils arrivent à des bradycardies majeures, et c'est comme certaines espèces qui vont en plongée, ils arrivent à bradycarder, ils restent très longtemps sous l'eau, mais ils ne restent pas dans des conditions habituelles. Donc en effet, on peut maîtriser ça et modifier ça. C'est pas un but en soi, il ne faut pas dire je vais m'entraîner à arrêter de respirer, vous allez voir, ça va être bon pour mon cœur. Non, c'est pas dans ce but-là. Juste une petite question, je suis un soignant, je suis médecin. Une petite réflexion juste avant, en sachant que les césariennes ne se font pas chez les personnes, se font habituellement chez les personnes à risque, soit d'accouchement à risque, soit des gros bébés, ce qui est quand même un facteur de risque déjà d'obésité, de diabète, avant de penser au microbiote. C'est-à-dire que la population qui a des césariennes est par définition à risque de par la présentation de la grossesse. Donc peut-être que le microbiote n'est pas seulement bon. L'autre question que je voulais vous poser, j'ai bien compris que le dysfonctionnement digestif pouvait entraîner des signes pulmonaires et le dysfonctionnement pulmonaire pouvait entraîner des signes digestifs. Mais je n'ai pas compris ce que vous voulez sous-entendre quand vous dites qu'un trouble du microbiote entraînait une mauvaise respiration. Ça, je n'ai pas compris si c'était encore de l'hypothèse, mais qu'est-ce que c'était votre notion de mauvaise respiration? Et la dernière question, juste après, c'est, vous dites que le microbiote a changé avec l'histoire, avec des faits sociétaux. Comment connaît-on le microbiote de Cro-Magnon? Bonne question. Je commence par la dernière parce qu'elle est très sympathique. Il y a des études sur l'archéomicrobiote et on peut retrouver des microbiotes fossilisés. Et c'est comme ça parce qu'en fait, à l'époque, les gens vivaient dans des grottes, dans des endroits précis, et mangeaient autour de certains îlots, et autour duquel ils marquaient également leur territoire. C'est un réflexe assez naturel. Et donc, certains archéologues ont récupéré ces microbiotes et ont extrait l'ADN fossile. Et c'est comme ça qu'on s'est aperçu que ce microbiote de Cro-Magnon et ses copains était extrêmement enrichi. Et en étant enrichi en quoi? En étant enrichi en bactéries capables de digérer les fibres alimentaires. Donc on a parlé un peu de probiotiques tout à l'heure. Alors on peut parler de prébiotiques. Les prébiotiques sont les fibres alimentaires. Vous prenez la chicorée, vous prenez l'ananas, par exemple, c'est plein de fibres. Et les bactéries mangent ces fibres. Et à l'époque, nous, comme un mortel, nous mangeons en moyenne 10 à 15 grammes dans les très bons cas de fibres, mais c'est plutôt entre 5 et 10 de fibres alimentaires. Cro-Magnon et ses copains mangeaient jusqu'à 200 grammes de fibres. Et donc son microbiote était extrêmement différent. On peut imaginer les conséquences environnementales, mais son microbiote était très, très différent. Comme nous ne sommes plus comme Cro-Magnon, on a réduit notre quantité de fibres et donc on a réduit la qualité de notre microbiote. En allant un petit peu plus dans les fast-foods, en mangeant beaucoup plus gras que riche en fibres végétales, on modifie notre microbiote. C'est en cela que notre société, j'allais dire, la société que nous créons, modifie notre microbiote et potentiellement modifie notre bien-être. Alors, ce que je disais tout à l'heure dans la capacité, ce que je vulgarisais derrière le terme non scientifique, non médical, ce n'est pas l'objectif ici, de vulgariser le terme respiration, qui a été par ailleurs extrêmement bien expliqué et vulgarisé aussi. En effet, c'est que la qualité du microbiote peut, par l'intermédiaire de l'interface que j'ai citée du système immunitaire, favoriser la défense contre les agents agressifs extérieurs.
du système immunitaire qui va se retrouver dans les poumons. Et il est éduqué en grande partie dans l'intestin. Donc en effet, l'éducation intestinale va se traduire par une meilleure défense pulmonaire, une meilleure résistance aux agressions, aux pesticides, aux polluants, et donc une meilleure respiration en soi. Là où vous avez raison, dans le doute parfaitement de la recherche, c'est qu'on ne sait pas si la perméabilité, la diffusibilité du microbiote, de l'oxygène au travers de l'épithélium pulmonaire peut être changée par le microbiote intestinal. Ce sont tous des axes de recherche qui sont encore extrêmement peu connus. Et là, votre première remarque sur les césariennes est tout à fait juste. C'est que s'il y a césarienne, il y a un risque. La question qu'on se pose, c'est pourquoi il y a césarienne? Parce qu'il y a gros bébé. Pourquoi y a-t-il gros bébé? Peut-être que le microbiote intestinal de la femme enceinte, comme il a été montré, notamment au cours du 3e trimestre de la grossesse, est associé à un risque de gros bébé et notamment à ce qu'on appelle le diabète transitoire chez la femme enceinte. Il y a entre 20 et 30% de femmes enceintes qui développent un diabète transitoire, qui sont associées à un gros bébé, et les études largement démontrées maintenant chez l'homme mettent en évidence que le microbiote intestinal du 3e trimestre, sa caractéristique, est associée au risque de gros bébé. Donc, encore une fois, c'est un cercle, et tout est dans tout irréversiblement, comme on dit, et donc on peut tout incriminer. La grosse difficulté, c'est de démontrer la causalité, et ça, on espère que les prochaines décennies nous le montreront. Très bien. Est-ce qu'une dernière question peut-être? Oui, on vous écoute. Bonsoir. Je voulais savoir s'il y avait une liste d'aliments que vous pouviez nous conseiller, parce que c'est très à la mode. Et voilà, je ne dis pas qu'il suffit d'avaler quelque chose et on se les forme, mais bon, c'est bien. Là aussi, je vais consulter ma boule de cristal. En fait, vous savez, on me pose toujours cette question quand je fais des conférences sur l'obésité et le diabète. Je vais prendre un exemple extrêmement simple, très facile à comprendre. Le poids, le bon poids. Quel est le bon poids? Comme est le bon volume respiratoire, la bonne fréquence respiratoire? Eh bien, pour les diabétologues ou les gens qui travaillent sur l'obésité, le bon poids est celui qui est associé à la durée de vie la plus longue. Donc, j'allais dire, si on ne s'arrête pas de respirer, on a plus de chances de vivre vieux que si on s'arrête de respirer. Donc, le bien respirer est associé à la vie la plus longue. Et pour bien respirer, comme pour avoir le bon poids, par rapport à ce que je disais, il faut potentiellement bien manger. Alors, si l'on mange bien, et que l'on a un bon microbiote, on aura une bonne capacité pulmonaire potentiellement, ce qui veut dire que les gens qui ont un régime qui leur permette de vivre vieux sont potentiellement les gens qui respirent le mieux, qui ont un meilleur équilibre et qui, par définition, mangent bien. Donc les aliments qui vont bien sont probablement ceux qui maintiennent en bonne santé sur la long terme. Alors il y a une étude qui est sortie absolument fantastique il y a quelques années, qui s'appelle Predimed, où en fait 15 000 sujets, une cinquantaine d'années, ont eu un régime qu'on appelle le fameux régime méditerranéen crétois. Et ils ont regardé l'impact de ce régime sur la bonne santé au sens large, les accidents cardiovasculaires, et ont pu établir une liste d'aliments. Mais c'est pour une population donnée très spécifique de ces gens-là. Donc j'allais dire, la liste d'aliments est celle que notre microbiote digérera le mieux. Et ça, c'est très individuel parce que la signature du microbiote de l'individu est unique. Et donc, il faut trouver son propre équilibre. Malheureusement, il n'y a pas de remède pour ça. Merci beaucoup. On va s'arrêter là parce que je pense que sinon on pourrait continuer 2 heures de plus. C'était passionnant. Christophe Raspaud, on vous donne la parole pour conclure et nous dire le mot de la fin. Je tiens à remercier Rémi d'être venu participer à cette conférence. On s'est rencontrés il y a quelques mois, on a discuté, puis on a trouvé que c'était intéressant de mélanger le poumon et l'intestin. Merci à Charles Hugo d'avoir résisté aux tempêtes de Nice et à venir jusqu'à nous et d'avoir schématisé et simplifié la fonction respiratoire pour que vous puissiez tous mieux la comprendre, et à Alain bien sûr pour savoir très bien faire des résumés de conférences et nous amener ce qui s'est fait. Voilà. Je tenais à vous remercier à tous d'être venus ce soir à cette conférence. Ça continue, mes poumons continuent, il nous reste encore quelques jours, il nous reste demain le village, vous êtes les bienvenus, samedi le village, samedi soir la soirée à Saint-Pierre-des-Cuisines, où il y aura du jazz, et dimanche matin bien sûr le yoga géant et la respiration en pleine conscience sur les berges de la Garonne. Voilà, et merci Béatrice
d'avoir animé la conversation.